Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Violents affrontements dans les territoires palestiniens, l'escalade de la violence. Israéliens et Palestiniens se renvoient la responsabilité. Le dernier bilan officiel fait état de 15 morts et plus de 500 blessés. Après la catastrophe du Mont Blanc, cérémonie de recueillement des familles sur fond de polémique. Il aurait fallu près de 10 minutes pour que les feux passent au rouge après le début du drame. Les Jeux Olympiques de Sydney avec la médaille d'or remportée par le jeune boxeur Brahim Asloum, la fierté de toute une famille qui a suivi en direct le combat à l'autre bout de la planète. Cinéma avec le dernier film d'Ang Lee, Tigre et Dragon, une épopée à grand spectacle sur les arts martiaux, un long métrage plein de poésie réalisé par le cinéaste taïwanais. Dans les territoires palestiniens, la situation reste véritablement explosive malgré l'intervention d'un cessez-le-feu en fin d'après-midi. Après les affrontements à Jérusalem hier et avant-hier, l'embrasement a gagné toute la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le bilan témoigne de cette violence sans précédent. 15 morts et plus de 500 blessés du côté palestinien pour cette seule journée de samedi. Depuis ce matin, et alors que l'autorité palestinienne avait décrété une grève générale, les affrontements se sont multipliés entre les forces israéliennes et des manifestants, parmi lesquels de nombreux adolescents et même des enfants. Les images sont difficiles. Reportage de notre correspondant permanent, Charles Anderlin. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Des Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Un policier palestinien et un conducteur d'ambulance ont également perdu la vie au cours de cette bataille. En Cisjordanie aussi, de très violents affrontements ont fait des morts et de nombreux blessés. À l'entrée de Bethléem, des centaines de jeunes Palestiniens ont attaqué la position israélienne. Les gardes-frontières les ont repoussés à l'aide de grenades lacrymogènes et de balles caoutchoutées. Des scènes identiques se sont déroulées à Hébron, où plus de 80 manifestants ont été blessés. Au nord de Ramallah, un mort et 60 blessés palestiniens, mais aussi des soldats touchés par les jets de pierre. Marwan Barghouti, le chef du Fatah pour la Cisjordanie, était sur place. Nous nous battrons pour la souveraineté sur Jérusalem, nous nous battrons contre Sharon. On était là lorsqu'il est venu visiter les mosquées. C'est notre message, pas de paix sans Jérusalem. Jérusalem est la clé de la paix dans la région. Les obsèques de l'adolescent tué à Ramallah auront lieu demain. Son père doit rentrer de Jordanie où il était en voyage. Au Liban, quelques 20 000 réfugiés palestiniens ont manifesté leur hostilité, brûlant des drapeaux israéliens et des effigies d'Ariel Sharon, tenu responsable des massacres de Chabra et Shatila en 82 et dont la visite à Jérusalem-Est sur l'esplanade des mosquées jeudi dernier a provoqué la flambée de violence que l'on connaît. En direct de Jérusalem, nous retrouvons Charles Anderlin. Le calme serait revenu ce soir dans les territoires occupés. Un cessez-le-feu sans doute très précaire. Oui, en effet, ce soir, si le calme est revenu, c'est surtout parce que les jeunes Palestiniens, tout simplement, après 48 heures d'accrochage, étaient fatigués et puis ils rendent visite à leurs nombreux camarades dans les hôpitaux. Deux responsables du Fatah, le mouvement de Yasser Arafat, nous ont dit qu'ils espéraient que le calme reviendrait dans quelques jours. Il est également certain que l'autorité palestinienne ne tient pas à perdre complètement le contrôle de la situation. Ce serait la fin de son administration et puis également la fin du processus de paix. Alors Yasser Arafat, qui est au Caire, accuse l'armée israélienne de tirer pour tuer et appelle à une mobilisation arabe urgente. Du côté israélien, on renvoie Yasser Arafat ces accusations. Les Israéliens affirment que les émeutes sont fomentées
par le Fatah, par l'autorité palestinienne et exige d'Arafat qu'il arrête ces émeutes. Les Israéliens font à l'heure actuelle une démonstration de force. Des chars sont déployés au cours de Naplouse. On verra ce que demain nous réservera. Merci Charles Landerlin. En Serbie, l'opposition continue de se mobiliser un peu partout dans le pays alors que Slobodan Milosevic joue ses dernières cartouches en accusant maintenant ses adversaires d'être susceptibles d'appeler les forces occidentales à la rescousse. La paralysie très progressive du pays s'organise, touchant ici ou là les petits commerces et les usines. Et comme tous les jours, les manifestants sont dans la rue. Anne Ponsinet avec Alexandra Ilic à Belgrade. C'est un des premiers exemples de la désobéissance civile à laquelle a appelé l'opposition serbe. Les habitants de Pančevo ont décidé hier soir de bloquer la route qui traverse leur ville, une cité de la banlieue de Belgrade. Et ils ont décidé de refaire la même chose tous les soirs de 19 à 22 heures. Ça va durer tant qu'il ne quittera pas son fauteuil. J'espère qu'il va abandonner. Toute la famille est dans la rue ce soir et j'espère qu'on va gagner. C'est une question d'honneur et de courage pour savoir si nous allons vivre dignement ou pas. Aujourd'hui, les ouvriers de la raffinerie de la ville ont eux aussi entamé un mouvement de grève qu'ils annoncent total à partir de lundi. D'autres routes étaient bloquées au centre et au sud du pays. Pančevo a la chance de disposer d'informations sur tous ces mouvements grâce à la télévision municipale qui travaille avec de tout petits moyens. En ces jours de manifestation, ces bureaux sont aussi devenus un lieu de rencontre. Aujourd'hui, aucun signe d'apaisement n'est venu du côté du régime. Slobodan Milosevic prononçait ce matin un discours devant la nouvelle promotion de l'académie militaire. Il a une nouvelle fois dénoncé les tentatives de déstabilisation du pays par l'opposition. Et dans la journée, la Commission fédérale pour les élections a rejeté la plainte de l'opposition concernant les résultats du premier tour. Il n'y a désormais plus qu'une seule possibilité de faire appel. Face au blocage de la situation, les yeux se tournent maintenant vers Moscou, allié traditionnel des Serbes, qui propose sa médiation. Je confirme que je suis prêt à envoyer mon ministre des Affaires étrangères, Igor Ivanov, pour des consultations avec tous les protagonistes. Washington est favorable à cette initiative, l'opposition serbe aussi, mais rien n'indique ce soir que la présidence yougoslave saisira cette opportunité. À 24 heures de la fin des Jeux Olympiques de Sydney, le rêve accompli pour Brahim Asloum qui a brûlé toutes les étapes pour s'emparer de la médaille d'or en boxe qui échappait à la France depuis 64 ans. À l'heure du combat à l'autre bout de la planète, réunis dans le gymnase de Bourgoin-Jallieu, la fierté, les larmes de joie de la famille du boxeur et de ses supporters venus encourager l'enfant du pays. Stéphane Garnier, Didier Guyot. Brahim Asloum, 1m65, 48 kg et un statut de favori qui ne lui fait pas peur. Quand il monte sur le ring pour sa finale, à Sydney, il est 13 h. À l'autre bout du monde, Bourgoin-Jallieu s'éveille, il est 4 h du matin. Dans le gymnase du quartier du Champ-Fleury, plusieurs centaines de spectateurs, le père, la mère, les frères et les sœurs, mais aussi des cousins, des copains et des copines. Dans la troisième des 4 reprises, Brahim Asloum domine l'Espagnol Lozano 7 à 2. Pour la médaille d'or, c'est bien parti, mais attention, rien n'est encore joué. Il faut être protégé, les mains hautes et du contre-attaque seulement. Déplace-toi sur les jambes latéralement. T'as encore le courage de le faire? Tu crevais ou quoi? Ben alors, fais-le. Un round à souffrir. Encore un round, 2 minutes qui semblent durer des heures avant le compte à rebours final. Et cette émotion qui vous saisit alors qu'on avait juré de ne pas pleurer. Depuis des années, il le sent. Et je trouve qu'il l'a mérité. Et personne ne pourra l'enlever. Depuis 64 ans, la France de la boxe attendait une médaille d'or. Et c'est Brahim Asloum qui lui offre avec beaucoup d'humilité. Franchement, ça prend, surtout quand on entend la Marseillaise. En plus, ça a rajouté le tout, quoi. Et puis, je suis content, je dis cette victoire à mon père. C'est la cerise sur le gâteau. Regarde le bouquet final, c'était la finale, c'était pour le padré. Elle est pour toi, papa. Et toute la famille, bien sûr. C'est un vrai lion. C'est un vrai lion. Je suis très content de lui.
Très fier de son fiston, Monsieur Asloum et tout Bourgoin-Jallieu accueilleront mardi leur champion olympique aux cheveux, au cœur et à la médaille d'or. Toujours à Sydney, Jeannie Longo ajoute une médaille de bronze du contre-la-montre à ses trophées précédents. Jeannie Longo, davantage habituée à la plus haute marche du podium, a été battue par les championnes néerlandaises et américaines. Pas si mal tout de même pour la sportive âgée de 41 ans. Apparemment, la Française souffrait de sa jambe gauche, une petite forme pour quand même une belle médaille. Et du bronze encore pour une discipline moins connue, classée dans les arts martiaux, celle du taekwondo, remportée par le Français Pascal Gentil, qui concourt dans la catégorie des plus de 80 kilos. Et voici l'heure des comptes et des médailles glanées par la France qui se place à la 6e place avec 13 médailles d'or, autant d'argent et 10 en bronze. Apparemment des Jeux Olympiques aussi performants que ceux d'Atlanta et qui sait peut-être mieux à confirmer sous 24 heures. Dans l'actualité de ce samedi, cette polémique autour de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Selon un rapport contesté par la société gérant le tunnel, de nombreuses minutes se seraient écoulées avant que les feux intérieurs ne passent au rouge. Cette information sort au moment où les familles des victimes se retrouvaient pour la 2e fois depuis le drame à Chamonix. Joël Bruandet. Avez-vous remarqué que le tunnel du Mont Blanc... Ils ne savent toujours pas pourquoi leurs proches sont morts. C'était en fin d'après-midi au pied du tunnel. Les familles des victimes tentent de se recueillir, mais dans tous les esprits résonne cette nouvelle polémique. À l'entrée du tunnel, le feu est au rouge depuis 1 an et demi. Mais le jour de l'incendie, il a fallu 9 minutes pour que l'ensemble des feux tricolores, disposés chaque kilomètre dans le tunnel, se déclenchent. 10h54 ce matin-là, l'alerte est donnée au poste de régulation, côté français. 1 minute plus tard, les barrières d'accès se ferment. Seulement voilà, plusieurs véhicules roulent déjà dans le tunnel et foncent vers le brasier. Sur leur route, tous les feux sont au vert. Hasard du calendrier, les familles étaient réunies aujourd'hui à Chamonix pour la 2e assemblée générale de leur association. Une réunion qui s'est tenue sur fond de colère. Si cette information s'avère exacte, vous imaginez bien que l'horreur n'en est que plus grande, notamment pour les familles de victimes dont les proches ont disparu, j'allais dire, dans la queue, dans les derniers véhicules rentrés, parce que 9 minutes, c'est un temps considérable. Et vraisemblablement, si cette réaction avait été plus prompte, on aurait peut-être pu éviter une dizaine, une quinzaine de victimes. La société Autoroute et Tunnel du Mont Blanc conteste ces révélations. Pourtant, le climat s'alourdit autour des responsables de l'ATMB. L'ATMB et la SITMB s'autocontrôlaient. Et en fait, la sécurité était quelque chose qui était totalement inexistante dans le tunnel du Mont Blanc, de telle sorte que ce drame était un drame programmé. Un drame qui avait fait 39 morts en mars 99. Depuis, le tunnel est resté fermé à toute circulation. Les travaux de réparation et de mise aux nouvelles normes doivent commencer en octobre. Un nouveau cas de vache folle, cette fois-ci dans le département du Pas-de-Calais, avec la mise en examen d'un négociant qui aurait amené à l'abattage l'animal qui présentait pourtant manifestement tous les signes cliniques de la maladie. L'homme est poursuivi pour fraude. Marianne Masse, Patrick Wurstorm. Le 4 septembre, donc, nous avons réceptionné un bovin. Il a été déchargé dans ce parc à bestiaux et a été tout de suite vérifié par le vétérinaire inspecteur. Et au cours de sa visite de routine, le vétérinaire découvre un comportement plutôt étrange de la vache. Elle était chancelante, elle était nerveuse quand on voulait s'en approcher. Elle avait les membres inférieurs donc raides. Conclusion des analyses du cerveau, encéphalopathie spongiforme bovine. Pourtant, le certificat sanitaire de l'animal était parfaitement en règle. L'éleveur situé dans les Flandres n'a rien signalé, pas plus que le négociant qui lui a acheté la bête. Un négociant n'est pas non plus vétérinaire pour détecter une maladie. Et un négociant, il est fait pour acheter et vendre du bétail et le conduire à l'abattoir ou dans des élevages. Depuis juin dernier, pourtant, un arrêté ministériel interdit l'introduction d'animaux malades dans les abattoirs. Le négociant a été mis en examen pour tromperie sur la qualité de la marchandise. Il risque 4 ans de prison et une lourde amende. Ce professionnel connaît la réglementation, il connaît également de façon parfaite le bétail, donc on peut supposer qu'il était à même d'avoir une suspicion. L'enquête ouverte par le parquet d'Hazebrouck permettra peut-être de déterminer d'autres responsabilités. C'est le 51e cas décelé en France depuis le début de l'année, le 2e dans le Nord en seulement quelques mois.
C'est sous la pluie ce matin que le fleuron de la marine française, le Charles de Gaulle, a quitté le port militaire de Brest. Près de 13 ans après le démarrage de ce gigantesque chantier, le porte-avions nucléaire, qui souffrait de différentes défaillances repérées lors de sa première sortie en 1999, le porte-avions est désormais prêt à prendre la mer. Première escale mercredi prochain à Toulon. Olivier Sioux, Michel Hiver. Ce Kenavo n'est peut-être qu'un au revoir. Au terme d'un chantier de 13 années, le Charles de Gaulle largue les amarres. Le porte-avions nucléaire français va rejoindre Toulon, son port d'attache. Mais les familles des marins ne sont pas toujours du voyage. Moi, je perds mon mari pendant un an, quasiment. Donc, Là, vous allez le revoir bientôt à Toulon, là? Bah, moi, je reste à Brest, puisque je travaille à Brest. Donc, comme il n'en a plus que pour un an, ça vaut pas le coup que j'y aille. Donc, on va attendre le mois de juillet l'année prochaine. Le Charles de Gaulle s'en va, alors on oublie les sujets qui fâchent, les retards, les surcoûts et cette polémique un peu vaine sur une piste d'appontage trop courte. C'est l'aboutissement d'un processus long qui a quelquefois été marqué par des difficultés, il ne faut pas le nier, mais toutes les difficultés ont été résolues. Et je dois dire que notre pays peut effectivement lui aussi être très fier de l'outil qu'il a maintenant à sa disposition. Fiers, les Bretons eux le sont en tout cas. À la sortie du Goulet de Brest ce matin, ils étaient nombreux, l'œil aussi humide que le temps, pour voir s'éloigner cette partie de leur vie. J'ai travaillé 32 ans pour la Marine nationale et bon, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Pourquoi? C'est un peu ma carrière, il s'en va. Il y a les Bretons, il y a les autres, venus eux aussi voir et complimenter ce petit morceau de France. Charles de Gaulle, d'ailleurs, il porte bien son nom. Oui. Et, il représente la France, il représente les choses, les merveilles que les Français font. Hein. Le Charles de Gaulle reviendra de temps à autre en Bretagne, le temps d'une escale technique. Mais comme pour déjà lui donner la nostalgie du pays, Brest avait déployé ce matin un authentique crachin breton. Un mot de politique avec le Conseil national du PS qui s'est déroulé à huis clos. L'occasion pour Lionel Jospin d'envoyer ce message clair. L'affaire mairie ne concerne pas les socialistes. Le Premier ministre propose à ses troupes et à son gouvernement de garder son calme et de garder le cap. Thierry Clopeau, Frédéric Basile. Ce matin, au Conseil national du PS, on voulait tourner la page de l'affaire mairie Strauss-Kahn. Un mot d'ordre, arrêter le jeu de massacre politique. À chacun sa façon de calmer les jeux. Le côté tout d'abord, ça ne nous regarde pas, du ministre de l'Intérieur. Nous, on n'a pas ce problème. Raymond Forny, le président de l'Assemblée, préfère lui se placer sur le terrain de l'éthique politique. La politique, pour moi, c'est tout à fait autre chose. C'est s'occuper de ce qui préoccupe les gens. Et ce n'est pas faire dans le spectacle, le fait divers. À chacun, finalement, sa manière de botter en touche. Lionel Jospin a fait montre d'une réelle passion pour l'équipe de France de basket en finale cette nuit à Sydney. En basket, jouer les Américains en finale des Jeux Olympiques, c'est comme jouer les Brésiliens en foot. Donc vous allez vous lever à 4 heures ? Je crains. Ouais. Je le crains. Sur les affaires, pas de commentaires en public. En revanche, à huis clos, devant les élus du parti en préparation du prochain congrès de Grenoble, le Premier ministre a recadré ses troupes. Il les appelait à ne pas se laisser tirer vers le bas par les affaires. À propos de Dominique Strauss-Kahn, il a parlé de mésaventures annexes d'un ami sans doute mal avisé. D'ailleurs, à la tête du PS, on se veut plus apaisant qu'en début de semaine à l'égard de l'ancien ministre de l'économie. Mais à partir de ce qui est connu, il a fourni des explications et il est dans des procédures judiciaires et c'est à lui à la fois de démontrer son innocence et il y a matière et en même temps de prendre le temps pour revenir en politique. En évitant de jeter de l'huile sur le feu de l'affaire mairie Strauss-Kahn, Lionel Jospin, avant de regarder en direct chez lui la finale olympique de basket, a exhorté les socialistes à garder leur sang-froid, histoire de préparer au mieux les prochaines échéances électorales. L'affaire mairie et le fort taux d'abstention au référendum ont amené nos confrères du journal du dimanche et l'Institut Ipsos à interroger l'opinion publique sur ces deux questions. Compte tenu du désintérêt des électeurs pour le référendum, les Français souhaiteraient-ils une élection présidentielle anticipée? La réponse est non à 60% et oui à 34%. Et puis revenant sur l'affaire de la confession posthume de Jean-Claude Méry et plus généralement sur le financement occulte des partis politiques, les Français considèrent à 62% qu'il ne faut pas d'amnistie concernant les faits intervenus avant et après les lois sur le financement des partis.
Jean-Paul II devrait canoniser demain quelques 120 martyrs qui ont évangélisé la Chine durant les siècles passés, une décision qui irrite au plus haut point les autorités de Pékin, considérant que ces évêques, prêtres ou missionnaires chinois et européens ne sont que des complices de l'impérialisme, une interprétation donc toute différente de l'histoire qui alimente une polémique qui n'est pas prête de s'éteindre. Alain Chalvron. Minuit, heure de Rome, 6 heures, heure de Pékin. Le Vatican parle à la Chine. C'est le lien principal entre la maison mère de l'Église et les 10 millions de catholiques chinois. Qu'ils fassent partie de l'Église officielle, dite patriotique, ou surtout de l'Église souterraine, celle qui se réunit clandestinement, à la sauvette, chez les uns ou les autres, et pour laquelle ce lien avec le pape est vital. Les Chinois en général ne sont pas théologiens, ils sont très concrets. Leur fidélité à leur foi chrétienne, fidélité à Jésus-Christ, à une personne visible. C'est le pape incarné pour eux, la foi catholique. Les premiers contacts entre le christianisme et la Chine remontent au 7e siècle. Mais c'est à partir du 17e qu'il y a eu un véritable début d'évangélisation, avec des hauts et des bas. Beaucoup de martyrs, dont les 120 qui seront canonisés demain. Ce que le gouvernement définit comme des criminels, ces criminels ont apporté dans les campagnes de la Chine du 19e siècle, ont apporté les premiers hôpitaux, les premières écoles pour les femmes, de nouvelles techniques agricoles et tout ça. C'est impossible de dire qu'ils sont des criminels. Le Vatican a pris soin d'arrêter la liste des martyrs canonisés à 1930. N'y figure donc aucune des victimes catholiques de l'ère communiste. Et pourtant, le régime de Pékin a fort mal pris ces canonisations qui se déroulent, il faut dire, le 1er octobre, jour anniversaire de la révolution maoïste. Comme chaque année, les virades de l'espoir, c'est demain que se dérouleront dans quelques 300 villes de France ces manifestations qui font appel à la générosité des Français pour lutter contre la mucoviscidose. Cette maladie génétique mobilise médecins et chercheurs pour améliorer la vie quotidienne de ces enfants qui, en grandissant, doivent faire face à de sérieuses difficultés respiratoires. Témoignage de Blandine qui a appris à vivre avec la mucoviscidose. Benoît Thévenet, Bernie Mériot. Depuis quelque temps, Blandine est très fatiguée par la maladie. Et même pour se rendre à la cafétéria de l'hôpital avec son grand-père, elle utilise un fauteuil roulant. Blandine est atteinte de mucoviscidose, une maladie génétique qui augmente la viscosité des sécrétions bronchiques. Le mucus obstrue les bronches et favorise les infections. 6 fois par an, Blandine passe 2 semaines à l'hôpital pour des traitements antibiotiques. Pour éviter que ses poumons ne se fatiguent trop, elle porte aussi plusieurs fois par jour un masque qui l'aide à respirer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait plusieurs mois déjà que c'est de plus en plus difficile, quoi. Pour respirer, pour aller au lycée, je prends ma bouteille d'oxygène. Pour monter les escaliers, c'est difficile, quoi. Antibiotiques et oxygène ne suffisent pas. Tous les jours depuis des années, Blandine fait des séances de kiné respiratoire qui permettent d'évacuer les sécrétions qui encombrent les poumons. On ne sait pas encore guérir la mucoviscidose. La thérapie génique qui permettrait de remplacer le gène malade est difficile à mettre au point. En attendant, on cherche de nouveaux médicaments. Les solutions intermédiaires, c'est une pharmacologie intelligente, c'est-à-dire on ne change pas encore la protéine résultante de l'anomalie du gène, la protéine anormale, mais on essaye de l'aider à aller au bon endroit pour qu'elle soit efficace. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui sont en train d'arriver. Malgré les traitements, l'insuffisance respiratoire de Blandine est de plus en plus importante. Si son état ne se stabilise pas, il faudra envisager l'ultime solution, une greffe de poumon. À Nantua, dans l'Ain, les recherches se poursuivent 6 jours après la disparition de Marine, une fillette de 12 ans. Les spéléologues ont investi aujourd'hui les gouffres de la région. Aucune piste ne peut être privilégiée. Un appel à témoins a été diffusé. La mère de l'enfant lançait hier un appel à sa fille pour qu'elle se manifeste et retourne chez elle, bien sûr dans l'hypothèse d'une fugue. L'ouverture au public ce matin du Mondial de l'automobile. Beaucoup de visiteurs déjà dans les travées pour ce premier jour du salon qui espère une affluence record. Visite guidée, Christophe Nédart et Madi Diawara.
Les portes du salon viennent d'ouvrir et ils sont déjà partout. Les visiteurs s'en donnent à cœur joie, on essaye, on touche, on rêve un peu. Principale attraction, les 50 voitures présentées en première mondiale. Parmi elles, la dernière Peugeot 607 Féline. Ce prototype est déjà l'un des gros succès du salon. Elle est magnifique, elle est très très belle cette voiture. Je sais pas, mais en plus c'est un moteur 3 litres V6, elle est superbe. Elles sont nombreuses les voitures qui font rêver, comme cette Ferrari Rossa, encore un prototype et déjà un mythe, mais il en faut plus pour impressionner les passionnés. Tu crois qu'un jour tu en auras une aussi belle? Ouais. Tu sais combien ça vaut? Non, vers 1 million, un truc comme ça. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. De nombreux visiteurs viennent essayer les voitures et des fois c'est le coup de foudre. Une très belle voiture. Hein. Très belle finition, très bonne haut de gamme. Oui, ça vous donne envie de l'acheter? Oui, bien sûr, je vais en acheter une. Même si on ne peut pas les acheter, les voitures de sport attirent aussi la foule, d'autant que des coureurs ont fait le déplacement. Le public, quand il est sur un circuit pour des raisons de sécurité, est de plus en plus loin de la piste. Les paddocks sont de moins en moins accessibles au public. Donc pouvoir leur montrer des voitures sur lesquelles ils peuvent tourner, qu'ils peuvent toucher, c'est formidable. On attend 1,5 million de visiteurs pour ce mondial de l'auto. Seules les vaches du salon de l'agriculture peuvent rivaliser avec la voiture. Retour à Sydney avec les épreuves d'athlétisme très attendues le 4x100 mètres. Les États-Unis chez les hommes devancent le Brésil et récupèrent au passage le titre olympique que leur avait ravi le Canada à Atlanta. Et puis chez les dames, un nouveau revers pour Marion Jones, ce qui n'empêche pas les Américains de conserver leur titre olympique. Pascal Gueulemer. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas le triomphe modeste. Les sprinteurs américains, battus chez eux à Atlanta il y a 4 ans par les Canadiens, voulaient à tout prix la victoire dans ce relais 4x100 mètres. Une victoire que personne ne leur a contestée aujourd'hui. Maurice Green, déjà champion olympique du 100 mètres, emporte ainsi une 2e médaille d'or à Sydney, devant les Brésiliens et les Cubains. Les Français, eux, terminent 5e avec leur meilleur temps de la saison. On se console comme on peut. 5e aussi nos relayeurs du 4x400 mètres. Michael Johnson allait beaucoup trop vite pour eux. Il permet aux États-Unis d'emporter un nouveau titre olympique et ajoute une 5e médaille d'or à sa collection personnelle, la dernière, puisqu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il prenait sa retraite à 33 ans. Marion Jones, elle, n'a que 24 ans. Cela lui laisse tout le temps pour réussir un jour son pari, gagner 5 médailles d'or au cours des mêmes Jeux olympiques, car pour Sydney, c'est raté. Certes, elle a aujourd'hui largement contribué au succès américain dans le relais 4x400 mètres, mais elle n'a rien pu faire dans le 4x100, médaille de bronze seulement, derrière les Bahamas et la Jamaïque. Le bronze, Christine Aron et ses coéquipières s'en seraient bien contentées. Les Françaises terminent 4e. Car seule la victoire donne des ailes. Ce n'est pas l'Éthiopien Milon Volde qui nous démentira. Vainqueur à 21 ans du 5000 mètres et compagnon de l'entraînement d'un certain Haile Gebrselassie, maître incontesté du 10 000 mètres. La victoire enfin de l'Algérienne Nouria Merah Benida dans le 1500 mètres. Une victoire pour la femme arabe, dira-t-elle à l'arrivée. C'est ce que son idole et compatriote Hassiba Boulmerka avait dit il y a 8 ans déjà, après son titre, à Barcelone. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Sydney, soucieux de lutter contre le dopage, avaient souhaité que les compétitions soient les plus propres possibles. À quelques heures maintenant de la fin de ces Jeux, revenons sur ces contrôles qui, c'est vrai, n'ont jamais été aussi nombreux. Mais la suspicion demeure, à en croire les experts qui considèrent que bon nombre d'athlètes sont passés à travers les mailles. Christelle Bertrand, Philippe Deslandes. Championne olympique est déchue au bout de quelques heures pour avoir été contrôlée positive. La Roumaine Andreea Raducan a rendu sa médaille d'or du concours général individuel de gymnastique. Au total, pendant ces Jeux, 6 sportifs ont subi un contrôle positif. Parmi eux, une athlète russe, un rameur letton et 3 haltérophiles bulgares. Même si en cette fin de siècle, le Comité international olympique a fait de la lutte contre le dopage sa priorité, ce fléau est loin d'être éradiqué. Je pense que le dopage nous accompagnera toujours dans le sport, comme la tricherie nous accompagne dans le monde. Le tout est de le maintenir dans des limites qu'on peut considérer comme raisonnables. Tout le problème est là. Les athlètes ont toujours une longueur d'avance. Pourtant, les progrès scientifiques permettent pour la première fois dans des Jeux olympiques la détection de l'EPO.
Mais la double utilisation du test sanguin australien et urinaire français pose problème. Si les deux tests ne sont pas positifs, il n'y a pas dopage. De plus, le test français a connu des ratés dans sa fiabilité. La méthode en elle-même est parfaite, mais la technique nécessite encore un affinement. Oui, il y a eu des problèmes, on ne s'en est pas caché. La révélation des Jeux concerne C.J. Hunter. Forfait à Sydney, le lanceur de poids et mari de Marion Jones a été contrôlé 4 fois positif entre juin et juillet dernier. La Fédération américaine d'athlétisme a dissimulé l'affaire, tout comme elle a caché 5 cas d'athlètes dopés qui auraient malgré cela participé aux Jeux olympiques de Séoul. L'athlétisme américain aurait fait sa loi. Rétrospectivement, on se demande pourquoi et quel pouvoir politique ou sportif a pu être suffisamment influent pour que les résultats ne sortent pas à l'époque. Les Jeux de Sydney se voulaient propres. Entre les cas positifs et les suspicions, il semble qu'il y ait encore beaucoup de ménage à faire. Cinéma avec la sortie mercredi prochain sur les écrans de ce long métrage signé du talentueux réalisateur taïwanais Ang Lee, à qui l'on doit déjà Garçon d'honneur ou encore Raison et Sentiment. Cette fois-ci, il nous propose une épopée pleine de poésie, mais aussi un film à grand spectacle, Tigre et Dragon, ou une autre façon de mettre en scène les arts martiaux. Pascal Deschamps, Frédéric Delarue. Le bien porte un vêtement clair, le mal s'est drapé de noir, comme les deux parties du yin-yang qui s'entremêlent pour mieux se distinguer. Un affrontement au centre d'une légende chinoise qu'Ang Lee rêvait de porter à l'écran depuis toujours. 3 ans de travail et d'entraînement pour lui donner toute la force contenue dans près de 3000 pages. Pour cette entreprise immense, Ang Lee a recruté 2 géants. Chow Yun-fat, l'acteur fétiche de John Woo, partenaire de Jodie Foster dans Anna et le Roi, et Michelle Yeoh, découverte par le grand public occidental dans l'avant-dernier James Bond. Elle s'est réfugiée chez le gouverneur. Je vengerai mon maître. Je vengerai sa mort. Moubae, agissez en toute discrétion. Le seigneur Pei craint terriblement le scandale. Les affaires publiques sont Ang Lee suffisamment... a réussi son coup, soigner les séquences d'action spectaculaires, sans négliger le conte populaire. C'est un film différent de ce que l'on a l'habitude de voir, parce que le scénario est très dense, les personnages très fouillés. C'est pourquoi on ne peut pas le qualifier uniquement de film d'arts martiaux. Qui es-tu, insolent? Moi, je suis... Pour ce qui est des combats, Ang Lee s'est offert les services du meilleur chorégraphe, c'est le mot du moment, Wu Ping, qui a réglé ceux de Matrix. La déesse de l'arme blanche. Là où d'ordinaire, on utilise des cordes très fines pour nous soulever, Wu Ping a choisi d'utiliser de véritables câbles. Avant, au moindre faux mouvement, on partait dans le décor. Désormais, on a un champ d'action beaucoup plus vaste. Imaginez-vous qu'on n'utilise pas d'ordinateur, mais tout un système de poulies, avec 4 ou 5 costauds qui vous tirent et suivent vos gestes. Le résultat est une incontestable réussite qui fera découvrir aux Occidentaux un autre visage des arts martiaux, plus poétique. Certains inconditionnels considèrent qu'il est l'un des héritiers des Beatles. Il a 31 ans, il sort son 5e album. Elliott Smith, artiste américain, est en France pour une série de concerts. Olivier Lenuzza et Gilbert Uzan l'ont rencontré. Il s'appelle Smith, un nom commun anonyme aux États-Unis. Mais Monsieur Smith, Elliott de son prénom, est un artiste hors pair, le digne successeur de Simon & Garfunkel, des Beatles, l'héritier d'une ligne artistique imposée à la fin des années 60. Ma musique, c'est plutôt le genre lyrique. Avec de vraies mélodies, ce n'est pas de la dance. Elliott Smith écrit des chansons depuis l'âge de 14 ans. Inconnu, le jeune prodige est propulsé sous le feu des projecteurs quand ses compositions se retrouvent sur les bandes-son des films Good Will Hunting et American Beauty. À
31 ans, le chanteur, auteur, compositeur de Portland sort un 5e album. Vous savez, si entrer en studio, c'est juste enregistrer des chansons avec un plan préétabli, c'est ennuyeux. L'album doit être un accident heureux, découvrir de nouveaux sons, une nouvelle texture. Elliott Smith, ancien boulanger, est un artisan chanteur. Le chantre de la pop, la vraie, sans artifice, qui décore de mélodies lumineuses les défaites d'une certaine Amérique. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre: violents affrontements dans les territoires palestiniens, l'escalade de la violence. Israéliens et Palestiniens se renvoient la responsabilité. Le dernier bilan officiel fait état de 15 morts et plus de 500 blessés. Et on apprend à l'instant que les Arabes israéliens appellent à une grève générale pour demain dimanche. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, Danser maintenant, présenté par Dave. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit André Chédid. Je vous remercie de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.